ce document qui structure depuis 2018 et qui vient d'être réinstallé en 2021 pour la période 2021-2023, en fait, s'impose à l'ensemble des ministères comme étant le cadre dans lequel la formation tout au long de la vie des agents de l'État s'inscrit. Donc, ce schéma directeur fixe un certain nombre d'axes prioritaires. Vous n'allez pas être surpris de trouver les valeurs et les principes de la République comme axe prioritaire numéro 1, mais le numéro 2 qui nous intéresse au premier chef, l'axe 2 est celui d'accélération de la transformation de l'État en utilisant le numérique comme levier de la transformation de l'action publique et notamment dans ce cadre-là, le déploiement de tout ce qui est du registre de la formation en ligne et de l'hybridation de la formation. Ce qui veut dire que les réflexions que porte le RNSPF au titre du ministère chargé des Sports, mais que porte plus globalement le ministère de l'Éducation nationale et l'ensemble des ministères, s'inscrit complètement dans une volonté de transformer, en tout cas, l'offre de formation telle qu'elle existait préalablement. Alors, en lien notamment avec, j'ai vu quelques-uns des schémas que vous avez pu produire durant le début du séminaire, mais on a aussi un axe 4 qui peut directement nous intéresser autour de la rénovation des dispositifs de formation, les outils de la formation professionnelle pour accompagner les transitions, les reconversions et les mobilités professionnelles. Vous l'avez mis dans un schéma entre offre de formation, communauté employeur, professionnelle, autour des questions de recyclage, de mobilité, de formation tout au long de la vie. Donc, le cadre, en tout cas interministériel, est posé et il est en train d'être décliné par le ministère de l'Éducation nationale. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point dans lequel qu'on peut mettre aussi en avant, la période Covid qu'on est en train de traverser toujours, a montré un recours à la formation en ligne qui était on va dire différemment. On va dire qu'au début, on s'est dit que le Covid allait booster la formation en ligne. Les retours d'expérience qu'on a, c'est qu'il y a eu beaucoup de transposition de ce qui se faisait en présentiel entièrement à distance. Et on sait que ça ne marche pas. Et les retours d'usage qu'on peut avoir ne sont pas forcément des retours d'usage extrêmement qualitatifs. Donc, dès le premier confinement, la DGAFP dont je faisais partie à l'époque, au bureau de la formation professionnelle, a entrepris de produire le cadre d'usage de la formation professionnelle à l'ère du numérique. Donc, je pourrais vous envoyer ces documents peut-être que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je pourrais vous les faire passer. La demande de l'ensemble des ministères était de pouvoir, à un moment donné, fixer un cadre interministériel qui pose les règles, on va dire, qui pose un peu les bases de fonctionnement au sein de la communauté interministérielle pour savoir comment on pouvait qualifier les différents temps et espaces, comment on pouvait qualifier les différentes modalités. Et donc, on a là un document, je vais juste vous montrer le sommaire et puis je vous laisserai le découvrir tranquillement. Un document qui rappelle les enjeux de la formation professionnelle au titre de la mission de RH interministérielle de la DGAFP, qui pose quelques définitions, qui pose le cadre juridique, notamment dans lequel s'inscrit désormais la formation en ligne, et puis invite à des préconisations sur l'organisation des actions, les temps, les lieux, l'accessibilité technique et matérielle, donc tout un tas d'éléments qui semblent importants et nécessaires en tout cas de disposer pour construire un peu une réflexion sur une stratégie, alors soit de déploiement de plateforme, soit de déploiement de dispositifs de formation en ligne, et ainsi de suite. Alors, pour passer sur le projet Mentor rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Le projet Mentor, c'est à la fois un projet et à la fois un programme. Il s'inscrit complètement dans l'axe 2 de transformation digitale de l'État. Il a été lancé en 2018 avec 3 ministères historiques partenaires qui sont toujours d'ailleurs le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Culture et les ministères sociaux auxquels le ministère chargé des Sports était rattaché il y a encore peu de temps. Et en plus de ces 3 ministères historiques, ils sont rattachés comme partenaires officiels les plateformes régionales d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, hein, donc
services déconcentrés, dans les services déconcentrés, les PFRH, qui sont auprès des préfets, les instituts régionaux d'administration, les 5 IRA qui forment les attachés d'administration de l'État. Voilà un peu les grands partenaires qui participent de ce projet. À ce jour, il est dans la feuille de route du projet Mentor de déploiement. L'ensemble des ministères sont en train de taper à la porte pour entrer dans ce projet. L'idée, il est simple, c'est de se dire, plutôt que chaque ministère, grand ou petit, déploie lui-même sa propre plateforme de formation en ligne, il serait pertinent de mutualiser les moyens, les coûts, pour faire en sorte qu'il y ait une offre hébergée de façon sécurisée, avec des déploiements et une maintenance qui soit centralisée au niveau interministériel, et dont chacun des ministères pourrait disposer d'un espace dédié propre dans lequel il est autonome. Voilà, ça c'est l'idée du projet Mentor, de déploiement d'une plateforme, projet qui a vu le jour depuis maintenant quelques mois, avec, on va dire, un espace national de la communauté Mentor. Donc c'est une plateforme nationale, et autant de plateformes qu'il y a de partenaires, dans lesquels chacun des partenaires est entièrement autonome. Alors, entièrement autonome, ça marche dès lors qu'on se rend bien compte qu'on est aussi dans le contexte particulier des contraintes de cette plateforme, et ces contraintes, elles sont vues à l'aune de l'ensemble des partenaires qui participent au projet. Donc on a à la fois l'avantage d'avoir quelque chose d'extrêmement solide, soutenu, hébergé sur le cloud de la DGFiP, donc en mode extrêmement sécurisé, permettant l'accès Internet, intranet, favorisant les liens avec les SIRH pour la formation des agents, tout le bazar. Tout ça marche très très bien, mais qu'en même temps, au vu de la multiplicité des partenaires ministériels, il y a des formes de contraintes que nous avons peu ou différemment dans le cadre d'un LMS qu'on pourrait déployer de façon autonome et un peu seul. Alors, l'esprit du projet Mentor, c'est donc d'avoir cette plateforme mutualisée entre l'ensemble des ministères. Quand je disais que tous sont en train de taper à la porte, on est en train d'embarquer dans le projet le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, l'éducation nationale étant pour parler. La DGFiP va rentrer là dans un délai extrêmement court, le Conseil d'État, les services du Premier ministre. Donc, enfin, je ne vais pas vous faire la liste complète, mais à terme, et on pensait que ce terme-là, il serait à échéance de 10 ans, on est en train de voir que la plateforme a été ouverte il y a quelques mois, on est déjà au terme de ce qu'on imaginait être dans 10 ans en termes de mobilisation des partenaires qui veulent rentrer dans le dispositif. Donc, on va se retrouver dans en tout cas dans un espace extrêmement mobilisé par l'interministérialité. Pour la formation des agents de l'État, j'insiste, dans les travaux que vous avez évidemment conduits, j'imagine, en termes de déploiement d'une plateforme ou d'évolution de la plateforme Claco, pour avoir vu quelques-uns des questionnements, notamment de slides de l'ENSVN, sur les questions techniques, stratégiques, budgétaires et ainsi de suite. Mentor s'adresse bien aux agents publics, aux agents de l'État, et normalement pas à d'autres publics tels que nos stagiaires de la formation professionnelle, par exemple. Donc, pour faire très très vite, voilà un peu le cadre dans lequel se place le projet Mentor. Et le deuxième axe qui est fondateur de ce projet est de dire, mais c'est le cas aussi au sein en tout cas des CREPS et du partage que peuvent faire les CREPS entre eux, l'ensemble de ces ministères s'engagent à contribuer au modèle économique du projet Mentor. Donc, il y a tout ça est sur fond de France Relance et de tout ce qui est budget d'amorçage interministériel. Donc, c'est quand même un budget qui va avoisiner les 25 millions d'euros quand même sur ce projet-là. Donc, à chaque fois qu'un ministère va produire un dispositif de formation, en fait, il s'engage, dès lors qu'il déploie dans Mentor, il s'engage à rendre ce dispositif de formation entièrement accessible à l'ensemble des autres ministères partenaires de l'opération.
Ce qui veut dire qu'à terme, on fait le pari qu'il y aura une offre de formation extrêmement riche, c'est déjà le cas, je vais vous montrer très rapidement quelques éléments ensuite, et que cette offre extrêmement riche va permettre finalement de constituer une grande boîte de Lego dans lequel l'ensemble des ministères partenaires pourront venir piocher en se disant bah, tiens, moi j'ai monté un dispositif sur les questions de valeur de la République, par exemple, et ben, je sais que je vais trouver dans la bourse interministérielle de Lego, je vais trouver un certain nombre de vidéos, un certain nombre de supports, un certain nombre de choses, de contenus référencés, validés, que je peux récupérer et que je peux recustomiser au sein de mon propre dispositif de formation pour les agents publics de mon ministère particulier. Donc ça, c'est la grande en tout cas le grand projet de la plateforme Mentor qui se corrèle directement avec les politiques, avec les stratégies de labellisation interministérielle de formation et de marché public interministériel d'achat de la formation sur les domaines transverses. Et on parle bien de domaines transverses, on ne parle pas de formation de pointe, métier, de tel ou tel acteur, ou de tel ou tel. Voilà, on parle bien des domaines transverses de formation qui peuvent intéresser l'ensemble des ministères et l'ensemble des sujets. Donc voilà pour vous en dire très très vite quelques mots. Le CREPS de Poitiers, qui était reconduit dans ses missions d'opérateur national pour la formation initiale statutaire, s'est positionné pour être partenaire du projet Mentor en faisant le pari que sur un certain nombre de compétences transverses, justement, nous avions intérêt à profiter de ce qui était déjà produit par les autres ministères pour éviter de reproduire nous-mêmes et de mettre à disposition de nos stagiaires sur ces compétences transverses toujours, hein, des contenus de formation déjà avérés et de qualité. Pour vous donner un exemple en termes de rétex, on va proposer au deuxième semestre de l'année un parcours sur la culture administrative qui est co-construit avec l'IRA de Bastia et qui s'appuie sur la production de l'ensemble des instituts régionaux d'administration autour des questions de légistique, autour des questions de droit administratif, autour de tous ces sujets-là qui sont déjà fort bien documentés par nos amis des IRA. Alors, ça me fait peut-être faire le lien aussi avec l'intervention juste suivante, où je crois que c'est une intervention relative à la préparation au concours de professeur de sport. On a pu échanger avec Véronique Le Seur de l'INSEP et Christophe Rouffet il n'y a pas si longtemps sur également la pertinence qu'il pourrait y avoir à faire du parcours de formation et du continuum, vous l'avez évoqué d'ailleurs en FTLV, entre la préfilière, l'articulation préfilière, formation initiale statutaire et formation continue, et que peut-être que les outils numériques peuvent permettre, en tout cas, d'articuler un peu mieux ces choses-là. Alors, juste pour vous montrer, et je vais m'arrêter parce que je vais être dépassé les 15-20 minutes, j'ai peut-être déjà même dépassé un peu. Mentor, alors oui, non, juste avant de vous parler de l'offre de service, vous dire également que là, j'ai parlé du projet Mentor, qui est le projet de création d'une plateforme de formation en ligne. Donc, ce projet est effectif, il est fonctionnel, et il commence à accueillir, je crois, il accueille déjà plus de 7 à 8 000 agents publics des partenaires historiques que j'ai évoqués. Vous voyez bien quand il va y avoir l'intérieur et les armées qui vont monter, et notamment quand il va falloir assurer de la formation pour des militaires en OPEX au fin fond du Sahel en mode déconnecté, on a des contraintes techniques et technologiques qui vont être un peu d'une autre nature. Néanmoins, le sujet de plateforme est un sujet un peu ardu déjà en lui-même, mais le programme Mentor qui est attaché au projet Mentor l'est peut-être encore plus et peut aussi intéresser la dynamique de réflexion du RNSPF, c'est que le programme Mentor vise à créer une communauté interministérielle des acteurs de la formation et à réinterroger la façon dont en 2021 on pense la formation des agents publics, la professionnalisation, le développement des compétences, l'approche par les compétences, tout ça, et on était encore hier et avant-hier à Metz dans une réunion des écoles de services publics, de la quarantaine d'écoles de services publics regroupées en association, l'ensemble des directeurs formation.
pour évoquer la question qui est en train de se déployer partout, du développement, de l'approche par compétences, par bloc de compétences, que ce soit à l'université, qui va être notre cas également dans la refonte de l'architecture des diplômes JS. Donc, toutes ces questions-là, elles ont vocation à être, en tout cas, adressées par le programme Mentor, qui est en train de constituer une communauté professionnelle, une communauté d'intérêt, une communauté de partage, de l'ensemble des ministères qui réfléchissent à la façon dont on fait évoluer, dont on pense, dont on imagine la formation des agents publics en 2021 au gré, on va dire, des injonctions multiples dont on peut être l'objet, au gré des politiques publiques qui émergent, qu'il faut porter de manière urgente et rapide et pour lesquelles il faut déployer des plans de formation de façon assez massive. Donc, en tout cas, cette réflexion, ce programme Mentor, a pour objet, à minima, de se dire, surtout halte au feu, garantissons-nous qu'on ne va pas, passer 4 jours ou 5 jours derrière une classe Zoom à 8 heures par jour à faire un simili présentiel à travers une classe Zoom. Pour l'avoir vécu il n'y a pas très longtemps, on voit bien ce que ça peut donner. Donc, on a une vraie réflexion à conduire sur l'hybridation, sur la mise en activité, sur les actions de formation en situation de travail, sur la mobilisation des lieux de formation, des lieux de travail, donc des lieux d'affectation comme étant des lieux de formation. C'est tout ce qui est autour des questions des capacités, des environnements capacitants, et de tous ces sujets-là. Donc, et en quoi on pense aujourd'hui, a priori différemment, la formation. La plateforme n'étant qu'un épiphénomène important, néanmoins, mais malgré tout, on se dit que si on est un peu en prospective à quelques années, il est à peu près certain que ça sera dans l'avenir ni les technologies de Caroline, ni celles de Moodle qui seront peut-être devant nous. On aura certainement d'autres choses de type réseaux sociaux d'entreprise pour construire et déployer nos dispositifs. Donc, au-delà de l'outil et du marteau ou des clous là, dont on a besoin, il faut aussi assez résolument travailler à la formation des formateurs internes occasionnels de l'ensemble des personnes qui font le boulot d'ingénierie de formation et d'ingénierie pédagogique. Ça amène, et je passe juste à l'offre de service et je m'en arrêterai là, ça amène à d'autres questions sur lesquelles il faut qu'on puisse s'interroger, qui sont les questions de modèle économique et de métier. Le sujet que nous avions avec les directeurs formation des écoles de services publics hier et avant-hier était de se dire que dans ces écoles, pour produire de la formation en ligne, on voit que ça génère de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, et que ça génère un business model qui est un petit peu différent. Voilà, je suis en train de négocier avec un certain Guy Leboter son intervention dans une conférence à l'attention d'un public restreint, par exemple. Quand on a évoqué avec Guy que la nature de son intervention avait vocation à être diffusée potentiellement auprès des 5 millions d'agents publics, la négociation sur les émoluments prend une autre tournure tout de suite, naturellement. Donc, on a toutes ces réflexions sur les questions d'audiovisuel, de production de ressources, de qualité, d'intégration. Enfin, tout ça, ce sont des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Vous savez comme moi, vous êtes dans le bain de la formation en ligne. C'est des métiers extrêmement chronophages qui viennent se rajouter aux métiers préexistants. Donc, il y a une vraie question de structuration d'une offre, de professionnalisation et puis de réflexion sur ces questions transverses. Donc, juste pour en arriver sur Mentor et l'offre de service de la plateforme, vous avez à l'écran tout ce que la plateforme, à ce jour, produit, c'est-à-dire des services transverses de gestion de contrôle des accès, d'authentification, du moteur de recherche, de l'offre de formation, la messagerie, des choses assez intéressantes autour de modèles de formation, des gabarits prédéfinis qui peuvent être à la fois extrêmement intéressants pour des gens qui démarrent dans la formation en ligne, qui n'ont plus qu'à remplir le contenu avec des choses qui donnent un rendu un peu professionnel sans avoir besoin de faire du code ou de faire du développement un peu précis. Des modèles prédéfinis qu'ils ont appelés des petits snippets, sont des choses qui permettent en tout cas de mettre en forme assez rapidement l'insertion de ressources, les activités pédagogiques. On retrouve toutes les activités pédagogiques classiques des LMS, la question que vous vous posiez sur voilà,
qu'est-ce que propose Moodle, par exemple. On va retrouver exactement les mêmes choses que dans les LMS classiques. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également l'intégration, en tout cas au travers de quelques développements d'activités interactives qui sont en cours de mise en ligne. Les contenus médias, enfin voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce dispositif, en tout cas, mais c'est le cas aussi dans Claco, comme on le vit actuellement, c'est que chacun des partenaires est autonome, je le disais, et ensuite peut partager de façon extrêmement simple dans les différents espaces avec les autres partenaires. Voilà. Juste un point important, et juste, je vais vous passer sur la dernière slide, et puis je m'en arrêterai là. Un point important qui concerne vraiment les agents de l'État, c'est que derrière les formations en ligne, il y a la question du reporting qui est extrêmement important. Et donc, derrière la question du reporting, c'est celle du lien avec les systèmes d'information RH et donc de suivi et de valorisation des actions de formation des agents, qu'ils n'aient pas l'impression que faire de la formation en ligne, c'est en plus ou c'est non reconnu dans leur parcours de formation. Donc, la question au vu de la masse des agents, vous imaginez bien d'éviter la double, voire la triple saisie avec les services RH de différents ministères ou par les opérateurs pour ressaisir quels agents doivent faire quelle chose, ainsi de suite. C'est un sujet extrêmement important. Et puis, on a toute cette offre de services. On a 2 systèmes de classe virtuelle, on a des plugins spécifiques, on a des services de conception, on a de l'écriture collaborative, du streaming vidéo, et également voilà, des choses autour pour les participants, avec une question qui va être à peu près au cœur des réflexions à venir, c'est la question de l'évaluation. Également l'évaluation des compétences, l'évaluation des parcours, le suivi des apprenants, pour lequel voilà, il y a du développement, c'est ce qu'ils ont noté ici dans le reporting avancé, des développements qui sont en cours et qui devraient pouvoir alimenter tout ça. Pour terminer, et je m'en arrête là, pour ne pas, j'ai dépassé de 2-3 minutes, vous m'en excuserez. Voilà, la question, dans les échanges que j'avais eus avec Olivier autour en tout cas de votre séminaire qui a trait à la réflexion autour de la structuration du RNSPF dans une offre, dans le positionnement. Il y a la question des cibles que vous évoquiez, il y a la question, voilà. On a eu l'occasion notamment d'évoquer dans la commission formation de l'école des cadres du sport français, dernière réunion, l'importance qu'il pourrait y avoir à ce que le RNSPF soit présent pour aussi puisse alimenter la réflexion autour de ces questions. Donc, derrière les questions d'assiette, de quels personnels vont être concernés par quel dispositif, et des choix des dispositifs, vous le voyez en termes de mutualisation, d'éviter de réinventer la roue qui a déjà été inventée par de multiples autres partenaires. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant, à la seule condition, et je terminerai là-dessus, à la seule condition que les dispositifs de formation que nous déployons et que nous mobilisons au travers de Mentor soient bien des dispositifs de formation dans l'esprit de la boîte de Lego, et qui nous permettent de customiser, de contextualiser les ressources qu'on va identifier, qu'on va pouvoir prendre à l'environnement professionnel spécifique des ministères. C'est-à-dire que si on a une formation management qui est produit pour la préfectorale qu'on déploie auprès de nos inspecteurs jeunesse et sport, je ne suis pas sûr que ce soit d'une grande efficacité. Par contre, de prendre les briques de sens et les intégrer avec des personnels de notre ministère dans une construction pédagogique contextualisée et adaptée, ça nous fait gagner du temps, et ça prend certainement un peu plus de sens. Voilà quelques éléments que je pouvais vous livrer sur la plateforme Mentor. Donc voilà, Merci Olivier. On va passer aux questions. Ouais, non, c'est normal. Quelques questions si vous en avez. Oui, on passe aux questions. Oui, bonjour Olivier. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, très bien. C'est Sylvain. J'ai une question. Alors, ça me permet de rafraîchir un peu mes connaissances suite aux échanges qu'on avait eus sur Mentor. Tu vas un peu plus loin aussi aujourd'hui sur peut-être des choses qui ont été perçues sur ces derniers mois.
depuis ton arrivée au sein du ministère des Sports, est-ce que Jeunesse et Sport, est-ce que tu as vu une prise en main du ministère par rapport à cette logique que propose Mentor? Est-ce que aussi par rapport à RNSPF et à la formation des cadres, l'école des cadres que tu as évoqué, l'INSEP, les différents acteurs, comment se situe aujourd'hui Mentor par rapport à tout ça et comment tu le perçois toi? Ouais, alors, il y a comment dire, il y a un double problème. Non, il y a une double cible en fait. C'est-à-dire que actuellement, quand on est dans Claco, Claco sert à la fois et on est voilà, on est sert à la fois pour nos stagiaires de la formation professionnelle et pour les dispositifs de formation qu'on déploie à l'attention des agents. Comme je le disais, Mentor, c'est un dispositif qui est prévu exclusivement à l'attention des agents publics. Donc ça serait un peu, j'ai envie de dire, presque schizophrénique de se dire on va tourner avec deux plateformes, une plateforme pour les agents, une plateforme pour nos jeunes. Euh, donc voilà, il y a une question autour de ça. La question qui se pose au sein, c'est mon regard à moi, et ce que je dis n'engage que moi et n'engage pas une parole officielle de l'école des cadres dont le responsable n'est toujours pas nommé, donc on serait bien en peine d'avoir. Voilà. Néanmoins, ce que je pense par rapport à ta question, c'est qu'en effet, si on veut être au rendez-vous des en tout cas des mobilités, des reconversions, l'accompagnement des carrières et de penser un dispositif de formation continue des agents et de formation tout au long de la vie, au-delà de la formation continue. Hein. La réflexion avec l'INSEP, c'était de se dire c'est pas pensable que la formation initiale statutaire fonctionne en bulle et soit pas, comment dire, interfacée d'un côté avec la préfilière et interfacée de l'autre avec la formation continue. Enfin, je veux dire qu'on a un CTPS qui est en cours de formation. Est-ce que c'est pertinent qu'il soit uniquement en formation dans le cadre de la FIS? Est-ce qu'il ne peut pas émarger des modules de formation continue qui lui seraient certainement plus efficaces que... Et inversement, quelqu'un qui est déjà titulaire, qui prend des fonctions managériales pour la première fois, pourquoi il ne vient pas participer au module management? Donc, il y a une forme de décloisonnement que permet la plateforme Mentor, voilà, sur de récupération de l'ensemble des contenus qui sont déjà préexistants, préélaborés par d'autres, et de construction. Donc, je pense que dans ta question, ce que tu dis, l'esprit RNSPF, c'est le même. Enfin, l'esprit de mutualisation, de dire voilà, on va produire un certain nombre d'éléments de contenu qu'on va mutualiser, partager au sein du réseau, et ainsi de suite. Là, l'assiette, elle est plus large, simplement. Donc, il faut à la fois se dire que c'est peut-être une opportunité de rentrer dans une communauté de réflexion plus large et des dynamiques interministérielles plus larges, parce que ça, c'est assez structurant. Et il faut en même temps pas se noyer dans cette immense communauté interministérielle qui fait qu'on perdrait les spécificités qui peuvent être celles d'un ministère. Et le ministère chargé des sports, on a un certain nombre, comme tous les autres ministères, hein, d'ailleurs. On travaille avec le ministère de la Culture, se pose exactement la même question. Donc voilà, il faut trouver l'articulation entre les deux. Moi, je pense que sur l'école des cadres, par exemple, les questions de toutes les compétences transversales qui peuvent être utiles et nécessaires pour préparer une mobilité, changer de métier, trouveraient en partie, pas forcément toutes les réponses, mais en partie quelques éléments de réponse dans ce cadre-là. Et voilà, donc pour être complètement transparent, pour finir par rapport à ta question, Sylvain, c'était l'argumentaire que nous avons conduit auprès de Gilles Quesnay-Hervé pour positionner le CREPS en tant que partenaire mentor, en disant que voilà, ça nous semblait intéressant en termes de modèle économique de pouvoir aussi émarger au budget mentor, parce qu'on a du coup on contribue, mais on récupère aussi des subventions nous permettant de coproduire. Je vais prendre juste un exemple. On finalise actuellement un travail sur le certificat complémentaire développer entreprendre, qui est accroché à un projet fonds d'innovation RH interministériel,
et en fait, toutes les compétences transverses qu'on est en train de produire en digital nous servent à produire un parcours qui permet aux fonctionnaires d'imaginer comment penser une mobilité, comment penser une stratégie de mobilité vers le privé, ce qui est en lien avec la loi de 2019, loi du 6 août 2019. On a fait la même chose avec les maîtres d'apprentissage. On a un module maître d'apprentissage dont les compétences transverses alimentent le module maître d'apprentissage de la fonction publique sur la relance du plan d'apprentissage que le Premier ministre a lancé au mois de mai de l'année dernière. Donc voilà, on a à la fois cette contribution et puis on reçoit des subsides aussi qui nous permettent d'alimenter à la fois le POJS et le POCOM. Merci. Merci Olivier. Il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Alors, c'est pas forcément une question, mais du coup, moi, je viens de l'Université de Brest et en fait, on a déposé, en fait, on a fait migrer un contenu qui était sur notre plateforme interne universitaire sur Mentor. Et c'est vrai que l'avantage sur Mentor, c'est qu'on peut faire des imports, des exports de cours assez facilement. Et parce qu'en fait, c'est du Moodle, hein, tout simple, avec des améliorations, comme vous l'aviez dit, avec des gabarits, etc., qui sont préformatés. Donc, ça nous a pas pris forcément beaucoup de temps. Et c'était l'un des avantages qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'en fait, si on développe un des cours sur une plateforme, on peut le basculer assez facilement en moins d'une journée avec les correctifs à faire pour que ça soit charté, parce qu'il demande en fait une charte sur Mentor. Et par contre, le gros avantage qu'on a trouvé sur Mentor, c'est qu'ils utilisent une plateforme de streaming nationale, ce qui nous permet en fait de récupérer les liens qui fonctionnent à l'extérieur. Et du coup, on a basculé les liens de vidéo sur notre plateforme à nous, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que le débit de la vidéo s'adapte au débit que vous avez dans les zones. Par exemple, en Guyane, il n'y a pas forcément un débit qu'on aura, enfin, identique à Paris. Et c'est vrai qu'en fait, la qualité de l'image va s'adapter au débit qu'on a, chose qu'on n'avait pas forcément sur la plateforme Moodle qu'on avait. Donc c'est vrai qu'il y a des avantages qui peuvent être assez intéressants quand même. Je prends votre... en tout cas le témoignage. Là, je vous affiche justement le mentor vidéo, c'est-à-dire toute la plateforme en question de streaming. Là, il y a quelques-uns des trucs qui viennent d'être déposés. Donc, toutes ces briques-là de contenu que je suis en train de faire défiler, c'est des briques qui sont accessibles. Donc, alors, il y a des choses, comment dire, qui ne vont pas forcément nous intéresser directement. Par contre, le N3S ici, si on prend cette vidéo-là, on va avoir ici un module inégalité pauvreté. Alors ça, c'est un truc qui est créé dans le cadre du tronc commun de la haute fonction publique. Hein. Vous savez, il y a un certain nombre d'écoles, suite au rapport Thirier de l'année dernière, dont l'ENA, enfin futur INSP, qui sont en train de remanier complètement leur dispositif, et le tronc commun qui était à l'origine pensé comme étant 6 mois de formation présentielle ensemble, s'est traduit par une centaine d'heures sur des thématiques, sur un certain nombre de thématiques, comment dire, qui sont portées par des écoles de services publics. Alors on a inégalité pauvreté, on a transition écologique, valeurs de la République, transition numérique. Et donc, tout ça, voilà, on a de la production de contenu, comme tu le disais, qui peuvent être directement récupérés et directement réinjectés dans nos dispositifs de formation. Je pense aux questions de les valeurs de la République, ce qui va être déposé ici. On est sûr qu'on est dans la doctrine, pour être parfaitement clair, dans la négociation que nous avons avec... et dans le suivi que nous avons avec la Direction générale des ressources humaines sur les questions en formation statutaire, il y a un impératif de validation de tout ce que nous envisageons, en tout cas de proposer en termes de formation aux valeurs de la République, parce que le ministre Blanquer est particulièrement attentif à ce sur quoi on va former nos agents sur cette question-là. Par exemple, quand on pioche là-dedans, on est sûr que les choses sont validées et qu'on peut ensuite le customiser dans notre environnement particulier. Donc oui, là où tu as raison, c'est la facilité d'import-export, de partage, c'est de piocher dans la boîte de Lego, hein, complètement. Après, parce que tout n'est jamais rose, hein, l'aspect préformaté,
je suis un peu fan des espaces de liberté. Par moments, je me sens un petit peu à l'étroit quand on développe dans Mentor, parce qu'on est très contraint par quelque chose, enfin très contraint, on est contraint, un peu plus contraint, dans un cadre qui est... Voilà. Mais en tout cas, il y a certainement une réflexion à avoir en termes de partenariat, d'être présent dans ces espaces. Merci, parce Olivier. que je pense aux 15 engagements auxquels doivent répondre l'ensemble des CREPS et le ministère sur la transition écologique. Ben, je veux dire, là, par exemple, en termes de formation, de modules, voilà, il y a tout un tas de choses qui sont produites, existantes, sur lesquelles je l'espère, on devrait pouvoir s'économiser un peu de temps. Alors, merci Olivier. On a une dernière question avec une réponse, si c'était possible, très concise, parce qu'après on a un peu pris de retard, donc désolé à Florent qui attend. Voilà, une dernière question. La première sur le modèle économique, c'est-à-dire qu'actuellement, est-ce que toutes les productions qui sont donc présentes sur Mentor sont des productions financées ou subventionnées, ou est-ce que les gens déposent et ensuite récupèrent? Comment ça fonctionne actuellement? La deuxième question tournait plus autour du côté schizophrénique d'avoir deux outils, un plutôt à destination de la FPC, l'autre à destination de la formation des stagiaires. Dans la mesure où Mentor, si j'ai bien compris, est destiné exclusivement aux agents de la fonction publique, comment est envisagée l'ouverture éventuelle à d'autres publics? Alors, modèle économique, pas simple de faire court, mais grosso modo, tout ce qui est présent, déposé sur la plateforme Mentor, la consigne, c'est que les choses soient libres de droit. Donc, il y a une réflexion à avoir sur la question du droit d'auteur, sur la question de la cession de ces droits d'auteur, du travail avec les prestataires qui vont produire. Mais en tout cas, tout ce qu'on va trouver, voilà, moi je suis en capacité en tant que partenaire d'aller récupérer n'importe quoi sur la plateforme, normalement, à partir du moment où c'est mis à disposition, et de l'utiliser dans mon espace particulier. Donc ça, c'est une garantie qui est consubstantielle du projet, et c'est intéressant en ce sens-là, ce qui veut dire que le problème, comme je l'ai dit avec notre ami Le Boterf, le problème, il est en amont, c'est-à-dire quand on produit de la formation, il faut se garantir en termes de droits d'auteur et de propriété intellectuelle qu'on dispose bien de l'ensemble de ces droits. Donc il y a une question d'ordre juridique qu'il faut également questionner sur le recours aux différents supports divers et variés. Ça, c'est un premier point. Ça fait l'objet de pas loin de 2h30 de discussion hier avec les directeurs formation du reste, donc c'est quelque chose qu'on pourrait creuser. Et puis, la deuxième question, l'origine du projet, le subventionnement du projet, il est fait par la direction générale de la fonction publique, de l'administration et de la fonction publique, à l'attention de ses agents. Donc, le public en formation professionnelle, c'est un public qui n'est pas a priori du tout, du tout concerné par ce dispositif-là. Donc, se pose la question. Alors, il y a un autre type de public sur lequel moi j'ai commencé à les approcher. On réfléchit avec pas mal de fédés sur. Certains d'entre vous ils réfléchissent aussi sur des parcours de formation de sportifs de haut niveau. Voilà, il y a des publics comme ça particuliers qui pourraient faire l'objet d'un intérêt pour en se disant ben voilà, est-ce qu'on pourrait les faire émarger à ce type de dispositif, en sachant que les sportifs de haut niveau, ils ont vocation pas forcément tous à passer un BP, un DE ou un DES, mais certains veulent partir vers la banque, vers le contrôle de gestion, vers je ne sais quoi. Et que là, on pourrait trouver des compétences transverses à mobiliser. Donc ça, c'est une question qui peut se poser. La question de est-ce que Mentor serait prêt à autoriser un partenaire à intégrer d'autres usagers que les usagers, les primo-usagers auxquels il s'adresse, la question reste entière et qu'elle devrait se poser, me semble-t-il, si une piste de stratégie était de dire voilà, on veut mobiliser Mentor pour nos agents, est-ce qu'on peut l'étendre de façon autonome, nous en gérant l'ensemble des droits, parce que c'est juste une question de gestion de droits, hein, de problématiques de support et d'accompagnement. La question n'est pas tranchée à ce jour parce qu'elle ne s'est jamais posée. Mais merci Olivier. Elle pourrait complètement être mise dans le scope.
Merci beaucoup. Pas d'autres questions. On te remercie de ton intervention.